Justement, Thierry, c'est que si vous présentez en début d'émission le budget de Marseille. À Marseille, à la fin des années 1990, un nom résonne dans tous les stades de France. Roland Courbis. Un entraîneur charismatique, une voix tranchante. Un homme capable d'élever une équipe, puis de la faire tomber dans la tourmente. Les projecteurs sont braqués sur lui. Les titres s'enchaînent. Les polémiques aussi. Mais derrière les tribunes pleines et les conférences de presse sous tension, une autre histoire se joue, plus silencieuse, plus intime. Celle de deux enfants qui portent le même nom, mais pas le même destin. Que se passe-t-il lorsque la gloire d'un père devient un poids pour ses fils? Quand chaque victoire est suivie d'un soupçon, chaque chute d'un jugement public implacable. Dans l'ombre des affaires judiciaires, des condamnations et d'une réputation brisée, deux trajectoires commencent à diverger. L'un s'approche du monde du football, là où l'influence et l'argent attirent autant qu'ils brûlent. L'autre choisit la discrétion, s'éloigne du bruit, tente de bâtir sa vie loin des stades et des scandales. Deux choix, deux réponses à la même question muette. Comment vivre quand le nom que l'on porte ne vous appartient plus vraiment? Car la célébrité ne s'arrête jamais à celui qui la conquiert. Elle s'infiltre dans la maison familiale. Elle marque les enfants, parfois à vie. Et lorsque le père chute, ce sont souvent eux qui doivent apprendre à marcher seuls sous le regard d'un pays entier. Alors, qu'est-il réellement arrivé aux deux fils de Roland Courbis? Ont-ils hérité d'un héritage ou d'une fracture invisible? Vous voulez comprendre ce que la gloire a laissé derrière elle? Pendant plus de 2 décennies, le nom de Roland Courbis s'impose comme l'un des visages les plus reconnaissables du football français. Entraîneur au verbe haut, à l'allure directe, il incarne une génération pour qui le football n'est pas seulement un sport, mais un rapport de force permanent. Sur les bancs de touche, il parle fort. Devant les caméras, il ne se cache pas. Cette exposition constante forge sa légende. Dans les années 1980 et surtout 1990, sa carrière épouse l'ascension médiatique du football hexagonal. Les clubs deviennent des institutions économiques, les entraîneurs des figures publiques. Courbis comprend très tôt que l'autorité ne se joue plus uniquement dans le vestiaire, mais aussi dans l'espace médiatique. Il assume ce rôle. Il provoque, ironise, divise. Et plus il divise, plus il existe. À Marseille, à Montpellier, à Lens, il impose un style, pas seulement tactique, humain. Il parle de caractère, de respect, de loyauté. Les joueurs l'écoutent parce qu'il impose une présence. Les supporters le reconnaissent parce qu'il leur ressemble. Il devient l'un de ces entraîneurs dont on se souvient autant pour les mots que pour les résultats. Cette période est celle de la stabilité apparente. Les contrats s'enchaînent, les plateaux de télévision l'invitent, les radios sollicitent son avis. Sa parole compte. Il n'est pas unanimement aimé, mais il est respecté. Dans un monde du football où la neutralité est souvent synonyme d'effacement, Courbis choisit l'excès contrôlé. Et cela fonctionne. Dans ce climat de reconnaissance, la sphère familiale reste volontairement en retrait. Les enfants ne sont pas exposés. Ils n'apparaissent pas dans les récits médiatiques. Ils grandissent dans l'ombre d'un père omniprésent ailleurs, mais souvent absent au quotidien. Comme dans beaucoup de familles d'entraîneurs, le rythme professionnel impose ses règles. Les déplacements, les matchs, les stages rythment la vie. Pour les fils, cette absence n'est pas un drame, mais une normalité. Ils apprennent très tôt que le football structure tout. Les horaires, l'humeur, les silences aussi. Une victoire rend la maison plus légère, une défaite l'alourdit. Le père n'est jamais complètement disponible, mais toujours habité par sa mission. À l'extérieur, l'image est celle d'un homme solide, sûr de lui, presque indestructible. Cette image agit comme un rempart symbolique pour la famille. Porter le nom Courbis à cette époque, c'est porter un nom respecté, un nom qui ouvre des portes, un nom qui impose une certaine considération. Les enfants grandissent avec cette certitude implicite. Le monde du football est familier, presque domestique. Les discussions autour de la table parlent de joueurs, de tactiques, de dirigeants. Le football n'est pas un rêve lointain, il est un langage quotidien, une culture transmise sans même être enseignée. Mais cette transmission a un revers. Être le fils d'eux signifie être observé avant même d'agir. Les comparaisons sont silencieuses mais constantes. Les attentes existent même lorsqu'elles ne sont pas formulées. Dans cet univers, il est difficile d'être neutre.
Soit on s'inscrit dans la continuité, soit on s'en écarte, mais rester au milieu est presque impossible. Durant cette période de gloire, ces tensions restent latentes, rien n'explose. Le récit dominant est celui de la réussite. Les controverses sportives existent, mais elles font partie du jeu. Les critiques glissent sur une image encore solide. Le nom Courbis n'est pas associé à la faute, mais au caractère. C'est précisément ce qui rend cette phase si importante pour comprendre la suite, car cette stabilité apparente construit un socle psychologique. Les enfants se projettent dans un monde où la figure paternelle est forte, reconnue, presque inébranlable. Le père n'est pas seulement un modèle, il est une référence structurante. À la fin des années 1990, alors que la carrière de Courbis atteint une forme de maturité, les premiers signes d'une fragilité apparaissent en arrière-plan. Des tensions internes dans les clubs, des décisions financières discutées, des murmures que le grand public n'entend pas encore. Mais à l'intérieur du système, quelque chose commence à grincer. Pour les fils, ces signaux sont flous, ils ne mesurent pas encore leur portée. Ils perçoivent parfois une inquiétude, une nervosité différente, mais sans en saisir les causes profondes. Le père reste le même en apparence, combatif, présent dans les médias, maîtrisant son image. Cette période dorée est donc aussi une période d'illusion collective, celle d'un équilibre durable, d'une réussite suffisamment solide pour résister aux secousses. Niemand n'imagine encore que le récit va basculer hors du terrain, que la justice va remplacer le football comme cadre principal de discussion. Avec le recul, cette phase apparaît comme un sommet fragile. Tout est là, la notoriété, l'influence, la reconnaissance, mais aussi les conditions d'une chute à venir. Plus la figure est exposée, plus la fissure, lorsqu'elle apparaît, devient visible. Pour les enfants, ces années resteront celles d'un avant que le nom ne change de couleur, avant que la fierté silencieuse ne se transforme en prudence, avant que l'héritage ne cesse d'être un avantage pour devenir une question. Car dans les familles marquées par la notoriété, la gloire n'est jamais nôtre, elle façonne les identités avant même que les individus aient conscience de devoir les défendre. Et lorsque cette gloire vacille, elle emporte avec elle bien plus qu'une carrière. Cette période dorée, avec ses certitudes et ses angles morts, constitue le point de départ indispensable pour comprendre ce qui va suivre, non pas comme une simple chute professionnelle, mais comme un événement capable de redéfinir durablement les trajectoires familiales. C'est dans cette lumière encore intacte que se prépare l'ombre, et lorsque celle-ci s'étendra, elle touchera chacun différemment, mais tous porteront la marque de ces années où le nom Courbis semblait inébranlable. À la fin des années 1990, le décor change brutalement. Ce qui pendant des années n'était qu'un bruit de fond, rumeurs, tensions internes, soupçons à demi-mot, remonte soudain à la surface. Pour Roland Courbis, le football cesse d'être uniquement une affaire de terrain. Il devient une affaire de justice. L'affaire qui éclate autour de l'Olympique de Marseille agit comme un séisme. Des enquêtes sont ouvertes, des documents sont saisis, les dirigeants sont interrogés. Le nom Courbis, jusque-là associé à la compétence et à la provocation médiatique, apparaît désormais dans un contexte beaucoup plus grave, celui des tribunaux. La chronologie est implacable. Les convocations se succèdent, les articles changent de ton. On ne parle plus de tactique ni de mercato, mais de compte, de flux financiers, de responsabilité pénale. Le public découvre une autre facette de celui qu'il croyait connaître. Pour les enfants, c'est une rupture nette avec l'image paternelle sur laquelle s'était construite leur enfance. À ce moment précis, ils ne sont plus seulement les fils de l'entraîneur, ils deviennent, malgré eux, les fils de l'homme mis en cause. Dans une société médiatique où tout se sait vite, où chaque nom est immédiatement relié à une affaire, la famille entière est exposée. Les médias s'installent durablement, les analyses se multiplient, les plateaux télévisés débattent, les commentateurs sportifs deviennent commentateurs judiciaires. Et dans cette transformation, il n'y a pas de place pour la nuance familiale. La justice avance selon son rythme, la presse selon le sien. Les enfants, eux, doivent apprendre à composer avec les deux. Lorsque la condamnation tombe, elle marque un point de non-retour. L'homme public est désormais un homme sanctionné. La prison, même de courte durée, n'est pas un détail. En France, elle laisse une trace symbolique profonde. Elle transforme un récit de carrière en récit de chute.
Pour les fils, l'impact est immédiat. Le regard des autres change, les conversations se figent. Certains amis s'éloignent, d'autres observent en silence. Dans les milieux liés au football, le nom Courbis devient sensible. On hésite à le prononcer, on évite parfois de s'y associer. C'est à ce moment-là que les trajectoires commencent à se séparer nettement. L'un des fils reste proche du monde du football, non pas par provocation, mais parce que c'est l'univers qu'il connaît, celui dans lequel il a grandi, celui dont il maîtrise les codes. Devenir agent de joueur apparaît alors comme une continuité logique, une manière de rester dans le jeu tout en se tenant à distance du banc de touche. Mais cette proximité devient rapidement un fardeau. Dans un milieu déjà soupçonné d'opacité, porter un nom associé à une affaire judiciaire complique chaque démarche. Chaque contrat est scruté, chaque relation est suspectée. L'héritage devient un handicap. Les articles de presse commencent à mentionner le fils là où auparavant il n'était qu'une note en bas de page, non pas pour ses résultats, mais pour son nom. L'ombre du père plane sur chaque ligne. La frontière entre responsabilité individuelle et héritage familial se brouille. L'autre fils, au contraire, choisit une voie radicalement différente. Le droit, la loi, un univers structuré, codifié, à l'opposé du monde instinctif et passionnel du football. Ce choix n'est pas anodin. Il traduit un besoin de stabilité, de règles claires, d'un cadre où les décisions ne dépendent pas de l'opinion publique ou de la pression médiatique. Ce retrait progressif du champ médiatique est une stratégie de survie. Il ne s'agit pas de renier le père, mais de se protéger, de construire une identité qui ne soit pas immédiatement liée à une affaire passée. Là où l'un affronte la tempête de l'intérieur, l'autre s'en éloigne méthodiquement. Pendant ce temps, Roland Courbis tente de reconstruire. Après la prison, il revient dans le football, pas avec la même aura, mais avec une détermination intacte. Il redevient entraîneur, puis consultant. Sa voix revient sur les ondes. Il analyse, il commente, il ironise parfois sur sa propre chute. Mais pour ses enfants, le retour du père dans l'espace public ne signifie pas la fin des conséquences, car la mémoire collective est tenace. Les affaires judiciaires laissent des traces plus longues que les carrières sportives. Elles s'inscrivent dans les biographies familiales. Les années passent, mais la fracture demeure. Les réunions de famille ne sont plus tout à fait les mêmes. Les non-dits s'installent. Chacun porte sa part de l'histoire, différemment. Le père avec une forme de fatalisme, les fils avec des stratégies opposées. Une question persiste, silencieuse mais obsédante. Jusqu'où doit un enfant payer pour les erreurs de son parent ? Dans le cas de la famille Courbis, cette question n'est jamais formulée publiquement. Elle se lit entre les lignes, dans les choix de carrière, dans les absences médiatiques, dans les rares mentions indirectes. La société aime les récits de chute et de rédemption, mais elle oublie souvent ceux qui vivent ces récits sans les avoir choisis. Les enfants ne sont ni coupables ni héros, ils sont des témoins, des héritiers involontaires. À mesure que le temps passe, une vérité s'impose. La notoriété ne se transmet pas comme un patrimoine neutre, elle transporte avec elle ses blessures, ses dettes symboliques, ses zones d'ombre. Pour les fils de Roland Courbis, la gloire du père a ouvert des portes, puis en a fermé d'autres, parfois définitivement. La fracture n'est pas spectaculaire, elle n'est pas faite de cris ou de ruptures publiques, elle est lente, intérieure. Elle se manifeste dans des choix de vie opposés, dans une manière différente de porter le même nom. Et au cœur de cette histoire demeure une interrogation essentielle. La chute d'un homme public peut-elle condamner, même silencieusement, ceux qui lui sont liés par le sang ? Car après la gloire et la chute, il reste une réalité plus discrète, mais plus durable encore, celle des conséquences intimes, celle qui ne se mesure ni en titre, ni en peine de prison, mais en trajectoires humaines irréversiblement modifiées. Avec le recul, ce qui frappe dans l'histoire des fils de Roland Courbis, ce n'est pas la violence spectaculaire des événements, mais leur persistance. La vérité n'apparaît pas sous la forme d'une révélation soudaine, elle se dévoile lentement, à travers des choix répétés, des silences assumés et des trajectoires qui s'éloignent sans jamais se rompre. Après la tempête judiciaire, la famille doit réapprendre à vivre avec un nom devenu ambivalent. Dans l'espace public, il évoque désormais autant la compétence que la controverse. Dans l'espace privé, il agit comme un rappel constant d'une période où tout a basculé. Les enfants comprennent alors que la vérité de leur histoire ne se trouvera ni dans les archives des tribunaux, ni dans les articles de presse. Elle se joue ailleurs, dans la manière dont chacun absorbe l'héritage.
Pour l'un des fils, rester proche du football n'est pas une provocation, c'est un choix dicté par la familiarité. Le terrain, les vestiaires, les négociations, les transferts, tout cela constitue son langage maternel. Mais dans ce monde-là, la réputation est une monnaie fragile. Chaque relation se construit sur la confiance, et la confiance, elle, se nourrit de perceptions autant que de faits. Très vite, il découvre que son nom précède toujours ses compétences. On l'observe davantage qu'on ne l'écoute. On interprète ses succès comme des passe-droits, ses échecs comme des confirmations. La frontière entre ce qu'il est et ce que son père a été reste floue aux yeux des autres. Il doit sans cesse prouver qu'il n'est pas une extension de la chute paternelle. Cette pression constante façonne une posture défensive. Moins d'apparitions publiques, des choix plus prudents, une communication maîtrisée. Dans un milieu où l'exposition est souvent une arme, il apprend que la discrétion peut aussi être une protection. Ce n'est pas un renoncement, mais une adaptation, une manière de continuer sans s'exposer inutilement. À l'inverse, l'autre fils opte pour une stratégie radicalement différente. Le droit devient son refuge, un univers où les règles sont écrites, où la parole est encadrée, où la légitimité se gagne par la rigueur et non par le charisme. Ce choix raconte une autre vérité, celle d'un besoin de séparation claire entre l'identité personnelle et l'héritage familial. Dans les tribunaux et les cabinets, le nom Kurbis n'est qu'un nom parmi d'autres. Il ne provoque ni admiration ni suspicion particulière. Cette neutralité est précieuse. Elle permet de se reconstruire sans avoir à justifier le passé, de se définir par ses actes présents plutôt que par une histoire qui ne lui appartient pas entièrement. Ce contraste entre les deux trajectoires révèle une dynamique classique dans les familles exposées à la notoriété. Face au même choc, les réponses divergent. L'un affronte le monde qui a blessé le père, l'autre s'en retire. Ni l'un ni l'autre n'a tort. Ils traduisent simplement deux façons de survivre à une même fracture. Du côté du père, le temps apporte une forme de lucidité. Les prises de parole publiques de Kurbis, devenues plus mesurées, laissent transparaître une conscience aiguë des dégâts collatéraux de la notoriété. Lorsqu'il évoque sa carrière, il parle désormais autant de ses erreurs que de ses réussites. Mais sur la question des enfants, le discours reste rare, comme si certaines vérités étaient trop lourdes pour être exposées. Ce silence n'est pas un déni, il ressemble plutôt à une pudeur tardive. Reconnaître publiquement l'impact de ses choix sur la vie de ses fils reviendrait à admettre que la chute n'a pas été qu'individuelle, qu'elle a entraîné d'autres vies dans son sillage. Et cette reconnaissance-là est souvent plus difficile que l'aveu judiciaire. Au fil des années, la société change de regard. Les scandales se succèdent, d'autres noms occupent l'actualité. Le nom Kurbis cesse progressivement d'être associé à l'affaire OM dans l'esprit du grand public. Mais pour les enfants, le temps médiatique ne coïncide jamais avec le temps intime. Ce qui s'est imprimé dans leur parcours ne disparaît pas avec l'oubli collectif. La vérité, c'est que la notoriété agit comme un amplificateur. Elle magnifie les succès et prolonge les chutes. Elle transforme les erreurs professionnelles en stigmates familiaux. Et lorsqu'elle s'effondre, elle laisse derrière elle un vide que chacun doit combler à sa manière. Dans ce contexte, les deux fils de Roland Kurbis ne sont ni victimes passives ni héritiers triomphants. Ils sont des acteurs contraints d'un récit qu'ils n'ont pas choisi d'écrire. Leurs décisions, parfois interprétées comme des prises de position, sont avant tout des tentatives d'équilibre. L'un apprend à composer avec la suspicion, l'autre à s'en protéger. L'un reste dans la lumière tamisée du football, l'autre s'installe dans l'ombre assumée du droit. Deux stratégies pour une même quête, exister sans être réduit à un nom. Ce que révèle cette histoire, c'est une vérité plus large sur les familles de figures publiques. La célébrité promet une transmission de privilèges, mais elle transmet aussi des dettes symboliques, des attentes irréalistes, des jugements anticipés et parfois une solitude profonde. À mesure que les années passent, une forme de stabilisation s'opère. Les fils tracent leur chemin. Le père accepte son rôle de figure complexe, ni héroïque, ni entièrement déchu. La famille n'efface pas le passé, elle apprend à vivre avec. Mais une question demeure, suspendue.
Peut-on réellement se libérer d'un héritage médiatique ou ne fait-on pas l'aménager? La vérité ici n'est pas spectaculaire. Elle est faite de compromis, de renoncements discrets, de victoires silencieuses. Et c'est précisément dans cette normalité retrouvée, fragile et imparfaite, que se cache la part la plus humaine de l'histoire. Car derrière les titres, les affaires et les jugements, il reste des individus qui tentent, dans chacun à leur manière, de transformer une fracture héritée en trajectoire viable. À la fin, il ne reste ni trophée brandi, ni titre de presse jauni. Il reste une question, plus lourde que toutes les autres. Quand un homme devient un personnage public, que transmet-il vraiment à ses enfants? Un nom prestigieux ou une charge silencieuse? L'histoire des deux fils de Roland Courbis ne se conclut pas par une rupture spectaculaire, ni par une rupture définitive. Elle se dissout dans quelque chose de plus subtil, une forme d'acceptation lucide. Chacun a compris que le passé ne serait jamais effacé, mais qu'il pouvait cesser de dicter chaque pas. Avec le temps, le père n'est plus seulement l'entraîneur flamboyant ou l'homme tombé en disgrâce, il devient une figure humaine, complexe, marquée par ses erreurs autant que par ses combats. Pour ses fils, cette transformation est essentielle. Elle permet de sortir du récit binaire imposé par la société. Héros ou coupable, réussite ou chute. La réalité, elle, est faite de zones grises. Le premier fils, resté proche du football, apprend à vivre avec une vigilance permanente. Il sait que son nom ne sera jamais neutre dans ce milieu, mais il comprend aussi qu'il n'a plus à le fuir. Sa trajectoire n'est pas une justification du passé paternel, ni une condamnation, elle est simplement la sienne, construite dans un espace étroit, certes, mais réel. Le second, plus discret, trouve dans l'anonymat relatif une forme de liberté. Il n'a pas renié son histoire familiale, il l'a déplacée hors du champ du spectacle, là où la reconnaissance se mesure autrement, par la confiance accordée, par la constance, par le silence aussi. Son choix rappelle une vérité rarement mise en avant. S'éloigner n'est pas toujours une fuite, c'est parfois une reconstruction. Ce que révèle cette famille, au fond, c'est la nature profondément inégale de l'héritage symbolique. Contrairement à un patrimoine matériel, la notoriété ne se partage pas équitablement. Elle touche certains plus durement que d'autres. Elle s'accroche à ceux qui restent visibles. Elle épargne parfois ceux qui choisissent l'ombre. Dans le regard du public, pourtant, les enfants de figures célèbres sont souvent réduits à des archétypes. Le fils qui profite, celui qui se cache. Comme si leur choix ne pouvait être que des réactions mécaniques à la chute du parent. Cette lecture simpliste oublie une dimension essentielle. Ils grandissent avant tout dans une famille, avec ses loyautés, ses silences, ses contradictions. La société aime croire que le temps répare tout, que l'oubli médiatique suffit à refermer les blessures. Mais pour ceux qui ont vécu la chute de l'intérieur, le temps agit différemment. Il n'efface pas, il transforme. Il rend certaines douleurs moins aiguës, mais plus profondes, plus intégrées. Dans cette histoire, il n'y a pas de morale facile. La célébrité n'est ni un poison automatique, ni un privilège absolu. Elle est un amplificateur. Elle rend visibles des tensions qui existent dans toutes les familles, mais qui, ailleurs, restent confinées à l'intime. Ici, elles deviennent publiques, commentées, jugées. La question centrale posée dès le début demeure ouverte. La gloire d'un père est-elle une bénédiction ou une malédiction pour ses enfants? La réponse n'est pas tranchée. Elle dépend du regard, du moment, du parcours. Pour les fils de Roland Courbis, elle a été tour à tour les deux. Un accès à un monde, puis une épreuve. Enfin, un héritage à apprivoiser. Ce qui subsiste aujourd'hui, c'est une forme de maturité contrainte. Chacun a appris que l'identité ne se reçoit pas toute faite, qu'elle se négocie, qu'elle se construit parfois contre le poids des attentes collectives. Le nom Courbis n'est plus un verdict, il est devenu un élément parmi d'autres de leur histoire personnelle. Et peut-être est-ce là la seule issue possible, ne pas chercher à effacer le passé, ne pas le glorifier non plus, l'intégrer, l'accepter comme une part d'un récit plus vaste, où la célébrité n'est qu'un chapitre et non la conclusion. Dans le silence retrouvé de leur vie respective, une vérité s'impose doucement. Le plus grand héritage n'est ni la gloire ni la chute, c'est la capacité à continuer malgré elle, à exister en dehors du regard, à choisir enfin qui l'on veut être lorsque les projecteurs s'éteignent. Car si la célébrité peut marquer une famille sur plusieurs générations, elle ne décide jamais entièrement de son avenir.
Et c'est dans cet espace de liberté fragile mais réelle que se joue la fin ouverte de cette histoire.